certaines salles de prière, des associations, ça peut être des commerces. L'islamisme, c'est la maladie de l'islam. Ce reportage est dangereux. Comme on est des gens méchants, on est des gens mauvais, je parle là de direct, je vais être explicite. L'émission de M6 du mercredi, c'est comme ça qu'ils ont voulu nous montrer. Et je vais vous dire qu'est-ce qui s'est passé. Je vais dans mon salon et je vois mon image, je vous laisse imaginer le choc. Je me demandais mais qu'est-ce que je fous dans ce reportage ? A été victime d'un véritable attentat médiatique qui vise à la rendre méprisable et dangereuse aux yeux des autres. Franchement, tout ce qu'il disait dans le reportage, c'est tout le contraire. Nous, on y vit tous les jours, on y travaille, et ça n'a rien à voir avec tout ça. De plus en plus, on devient naïf vis-à-vis des médias. Je pense que énormément de gens aujourd'hui ont connaissance des religions, une vision totalement fausse. J'ai travaillé sur le quartier de l'Alma, le quartier du Pile à Roubaix. J'ai aussi travaillé sur la question du communautarisme, en fait, qui est une expression qu'on entend beaucoup dans le débat public et que j'invite à déconstruire. Bonjour. Le reportage diffusé sur M6 par le magazine Zone Interdite sur le danger de l'islam radical a suscité de vives réactions. Un documentaire, pour certains orienté et à charge, visant à ostraciser une religion, et d'autres y voient un danger imminent et 30 ans de lâcheté et complaisance d'élus de la République. L'enquête de Zone Interdite montrerait, selon le candidat à la présidentielle Éric Zemmour et ses farouches défenseurs, l'Afghanistan à 2 heures de Paris, alors que d'autres s'insurgent contre ce genre de reportage jugé de caniveau et ordurier destiné à stigmatiser les musulmans. Qu'en est-il vraiment? Notre équipe est allée, comme vous le voyez, au cœur de cette rue, devenue célèbre malgré elle, pour enquêter et démêler ce qui relève du mensonge et du fantasme et ce qui correspond à la réalité. Afin d'agrémenter cette contre-enquête, nous nous sommes appuyés sur des témoignages qui sont sans équivoque. Bonjour, Roubaix contre-enquête. Ce qui m'oblige à m'exprimer et à sortir de mon silence est le reportage nauséabond diffusé sur M6 où la doxa médiatique, morbide et crasseuse, a lancé une véritable fatwa cathodique pour dénigrer, condamner toute une ville à un destin d'exclusion. Cette ville, Roubaix, que j'aime, ma ville natale, a été victime d'un véritable attentat médiatique qui vise à la rendre méprisable et dangereuse aux yeux des autres. Les Roubaisiens, qui souffraient déjà d'un déficit d'image, vont encore être montrés du doigt et rejetés davantage. Ce reportage, orienté et hostile, visait à jeter l'anathème sur toute une population, faisant croire que Roubaix est un bastion de l'intégrisme religieux, à l'instar de Kaboul ou Molenbeek en Belgique, et que par corrélation, la France, en danger, sera envahie par cette horde de fanatiques sanguinaires si on laisse faire. Ce documentaire, très subjectif comme vous l'avez observé, est une incroyable imposture, une infamie, et fait honte à la profession de journalisme. Un véritable condensé d'informations mensongères, de malhonnêteté intellectuelle, avec un mode opératoire employé très simple et bien connu, montage vidéo en caméra cachée, scène caricaturale et extrapolée, prise de parole dans l'action avec des propos bien orientés. Avec, hélas, des intervenants bien ciblés, foncièrement hostiles à toute religiosité, comme ce jeune, natif de Roubaix, mais totalement inconnu jusqu'à hier, qui, pour exister, et à défaut de briller par sa propre lumière, surfe sur la vague du dénigrement de toute une population de confession musulmane avec des accusations fausses et mensongères. Et qui fera, sans nul doute, et visiblement c'est le cas, le tour de toutes ces chaînes ordurières. C'est le propre de l'opportunisme primaire qui confond courage et orgueil, honnêteté et perfidie. Nous sommes hélas aujourd'hui dans une société où bien souvent la peur, le sensationnel, la polémique priment sur un journalisme de fond. Je vous invite maintenant à visionner des interventions, celles de vrais acteurs locaux qui ne s'affichent pas pour briller, mais qui agissent dans l'anonymat le plus complet pour permettre le vivre ensemble à Roubaix dans la pluralité et le respect des autres. Des témoignages qui montrent le réel visage de cette ville, à la fraternité sans préjugés. Vous m'avez découvert sur Zone Interdite, et ben moi aussi, j'ai été piégée.
Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai décidé de vous faire cette vidéo pour m'exprimer concernant l'émission de Zone Interdite qui a été diffusée le dimanche 23 janvier et qui avait pour titre « Face au danger de l'islam radical, les réponses de l'État ». J'ai été, comme vous, très surprise de me voir dans ce reportage puisqu'il y a quelques mois, on m'a contacté en me vendant un reportage tout autre qui avait pour but de mettre en avant les jeunes, la jeunesse et leur point de vue concernant la laïcité en France. J'ai été contente de partager mon quotidien pendant 48 heures. Pendant ces 48 heures, les journalistes m'ont accompagnée à la fac, en stage, lors de mes cours d'éloquence que je donnais à des lycéens ou encore à une soirée entre amis. Bien sûr, pendant ce reportage qui a été diffusé ce dimanche, vous n'avez vu que quelques minutes. On a complètement sauté les passages qui étaient amélioratifs parce que ça n'intéresse pas une fille qui porte un voile et qui donne des cours d'éloquence. Ça n'intéresse pas. Alors je vous laisse imaginer, j'étais tranquillement dans ma chambre en train de réviser quand je reçois des messages de partout en me disant « T'es dans le reportage de Zone Interdite qui parle de l'islam radical ». Je vais dans mon salon et je vois mon image, je vous laisse imaginer le choc. Je me demandais mais qu'est-ce que je fous dans ce reportage? Je me demandais même quelle image y a-t-il à exploiter. Les femmes se sont tues trop longtemps. Moi aujourd'hui Lilia Bouziane, femme musulmane et française, je ne vais pas me taire et je ne vais pas laisser passer ce genre de choses. J'ai été trahie et j'ai été manipulée par les journalistes de Zone Interdite. Aujourd'hui, les musulmans français n'ont plus envie de se taire et ne se cacheront plus et ce n'est que le début et je ne suis que l'arbre qui cache la forêt. Comme on est des gens méchants, on est des gens mauvais, je parle là de direct, je vais être explicite, l'émission de M6 du mercredi. C'est comme ça qu'ils ont voulu nous montrer. Et je vais vous dire qu'est-ce qui s'est passé. Exactement comment l'équipe de tournage a atterri dans cette mosquée. Mon avocat de Paris, vous savez, j'ai des mails avec la justice, il m'a appelé, il m'a dit c'est une émission dans laquelle ce serait une bonne chose que la communauté participe, ce serait une bonne chose. C'est des gens qui veulent faire un documentaire, un reportage sur la diversité de la communauté musulmane en France. Walladhi la ilaha illa, je jure par Allah. C'est ce qui m'a été dit. La diversité de la communauté musulmane. Il y aura des docteurs, des professeurs, des médecins, des bouchers, des fruits et légumes. Il m'a dit on va parler à tout le monde. Des athlètes, des imams, des mosquées. Et on veut présenter l'islam dans sa diversité. C'est ce qui nous a été dit. Ils étaient reçus jeudi, vendredi, ils ont filmé. Même il y a un d'entre eux qui a prié et qui a même fait un don dans la boîte là-bas. Donc ils étaient bien reçus, hospitalité et tout dans le possible qu'on peut leur accorder. Alhamdoulilah, ils vont dire les musulmans sont des naïfs. C'est vous les naïfs. Nous on n'est pas des naïfs. On est des sincères. Il ne faut pas faire mélanger entre naïveté et sincérité. On est sincère. Et quand on est sincère, on ouvre notre cœur. On n'a pas des arrière-pensées. On ne pense pas avec des soi-disant, des mauvaises pensées. Non, on est sincère. On ouvre. Comme on a ouvert la mosquée, on a ouvert notre cœur. Et on les a laissés filmer. On n'a rien à cacher. Il s'avère que ce sont des gens malhonnêtes, mal intentionnés, et qu'ils ont fait un montage pour détruire les musulmans. Ils ont laissé personne à l'abri, du nord au sud et de l'est à l'ouest. Ils n'ont laissé personne à l'abri. Voilà comment ça s'est passé. Mais cela ne doit pas nous toucher, ni nous secouer. Vous savez pourquoi? La montagne, quand l'oiseau se pose, est-ce qu'elle le sent? Pas du tout. Il ne voit rien l'oiseau sur la montagne. Je vais dire la même chose. Les musulmans, c'est une montagne. Générosité, sincérité, hospitalité, accueil, on le restera. Et on est comme ça. Et on ne changera pas. Et celui qui veut saisir cette sincérité pour en faire une naïveté, c'est lui le perdant, c'est pas nous. Nous, on ne perd rien. Au contraire, alhamdoulilah, que la communauté, elle est bien, masha'Allah. Et on va rester sur cette ligne parce que c'est la ligne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Être ouvert, être sincère, être une personne d'hospitalité. C'est ce qui nous a été recommandé. Et on le restera. J'invite tous ceux qui se sont sentis offensés par ce reportage à vomir, à ne pas céder à l'émotion, à garder son sang-froid et surtout éviter les injures et les menaces qui sont contraires aux préceptes enseignés par notre belle et noble religion. Voilà pourquoi j'interpelle ce jeune homme à venir débattre et à présenter ses arguments et positions que je juge fallacieux. En visionnant ce pseudo-reportage, j'avais vraiment l'impression de vivre dans un monde parallèle, un monde qui m'était totalement inconnu. S'ils avaient été objectifs, ces journalistes, comme leur déontologie leur enseigne, ils auraient vu qu'à Roubaix, il y a de tout et pour tous.
Ce reportage de caniveau est juste un tissu de mensonges et de caricatures orientées. Alors bonjour, je vais vous laisser vous présenter. Bonjour, alors je m'appelle Christian, je suis roubaisien de naissance, j'ai quitté quelque temps ma ville et je suis revenu y habiter à mon départ en retraite il y a 1 an et demi. J'ai travaillé, entre autres, durant ma carrière professionnelle, en tant que conseiller professionnel, d'abord à la NPE, puis ensuite à la mission locale de Roubaix. Donc je connais très bien le terrain. Je suis également investi dans un certain nombre d'associations roubaisiennes. Et puis en parallèle, je suis un religieux catholique, je suis diacre, et donc j'essaye au mieux de mettre en pratique mes convictions de foi dans les actes de ma vie de tous les jours, dans mon travail et aujourd'hui au cours de ma retraite. Après avoir vu ce reportage, j'étais extrêmement malheureux pour toute la communauté maghrébine qui va être pointée du doigt. Or, les Maghrébins que moi j'ai fréquentés dans ma carrière professionnelle, tant à la NPE qu'à la mission locale, sont des gens qui sont épris de liberté. Ce sont des laïcs convaincus dans l'exercice de leur métier. C'est des gens qui n'ont jamais fait de prosélytisme et c'est des gens qui acceptent les autres tels qu'ils sont, croyants ou non croyants. Il y a 20 ans, quand j'étais ordonné diacre, mes collègues maghrébins m'ont accueilli à bras ouverts en me félicitant et je dois dire qu'avec le recul, ce sont peut-être les premiers à être très respectueux de mon statut de religieux, ce qui n'a pas toujours été le cas avec mes collègues d'origine européenne, d'autant plus ces dernières années avec les problèmes que l'Église catholique a connus. Ensuite, ce reportage est dangereux pour la jeunesse maghrébine de Roubaix. En travaillant à la mission locale de Roubaix, j'ai été pendant 14 ans confronté aux problèmes de recherche d'emploi de ces jeunes. Il est dangereux ce reportage car il pourrait faire croire à des employeurs que tous les gens issus du Maghreb sont des terroristes en puissance, ce qui n'est pas vrai. Moi j'ai eu en face de moi des filles et des garçons d'origine maghrébine qui étaient diplômés, qui en voulaient et qui après une fois placés dans leurs entreprises donnaient un maximum de leur potentiel. Et là je voudrais dire aux employeurs, n'hésitez pas à les embaucher, vous allez tomber sur du personnel qui est de qualité. Voilà. Ce que je voudrais dire encore, c'est que voilà, il faut respecter les gens dans leurs différences, parce que des différences, et ça c'est mon ministère de diacre qui m'a permis de le découvrir encore plus, des différences naissent les richesses. La vie et l'avenir appartient aux hommes et aux femmes de bonne volonté. Alors, que pensez-vous du reportage diffusé dans le magazine Zone Interdite sur M6 montrant l'installation d'un islam fondamentaliste à Roubaix? Alors effectivement, j'ai vu le reportage. Alors moi je pense que une fois que le reportage a été vu, il faut toujours avoir en tête la chaîne qui a diffusé ce reportage. La chaîne qui a diffusé ce reportage, n'a jamais brillé pour la qualité de son journalisme. C'est une chaîne qui aime faire le buzz, c'est une chaîne qui ne brille pas. On a eu affaire à un reportage qui n'est pas un reportage digne de reportage sur TF1 ou d'investigation sur France 2. À Roubaix, on a l'habitude de dire qu'un bricoleur qui ne sait pas bricoler est un bricoleux. Et bien là, je dirais qu'on a passe de journaliste à journaleux. Voilà. Alors, certes, le reportage dit un certain nombre de choses, mais fausses dans 90% des propos qui ont été tenus. Il y a une association, effectivement, qui a donné des cours religieux sur des fonds publics. La justice y a mis son nez, et maintenant il faut attendre ce que la justice va nous dire. Ce qui n'est pas honnête de la part de l'équipe qui a tourné ce reportage, c'est qu'ils auraient pu, à 2 pâtés de maison de cette association,
aller filmer l'école de la République qui est suivie par un certain nombre de petits garçons et de petites filles d'origine maghrébine dont les parents ont fait le choix de l'école de la République. Ça, je trouve que c'est malhonnête de la part de la chaîne de télévision. Ensuite, il y a des choses plus ou moins claires qui se passent, on l'a vu, dans les arrière-boutiques de certaines boutiques, certains commerces de la rue de Lannoy à Roubaix. On sait ça existe, on sait ça existe. Mais ce qui n'est pas honnête là, c'est qu'en nous montrant les 30 mètres de magasins islamistes ou je ne sais quoi sur la rue de Lannoy, la caméra aurait pu se retourner et à 300 mètres de là, il y a un des plus grands centres de bonnes affaires qui existent en France et qui draine des gens dans un rayon de 100 km autour de Roubaix et où il ne se passe absolument rien et où tout va et où tout roule et où tout marche sur des roulettes. Ensuite, on parle avec cette rangée de magasins d'origine islamique, on parle de communautarisme. Si on ne dit pas le mot, on sait que c'est ça. Or, ce que la caméra aurait pu faire, c'est de se tourner un peu, et à 30 mètres de ces magasins, il y a une église catholique, très connue sur le quartier, avec une communauté de chrétiens très active, des chrétiens actifs qu'on retrouve dans des associations de ce quartier, et qui travaillent main dans la main avec des athées et des musulmans pour le bien vivre ensemble. Et tout se passe correctement. On a là des artisans de paix. Et le reportage, lui, ne l'a pas dit. David, Loïc, bonjour. Donc, vous avez vu comme moi le reportage sur M6 présentant Roubaix comme une zone de non-droit radicalisée. Qu'est-ce que vous en pensez? Franchement, tout ce qu'il disait dans le reportage, c'est tout le contraire. Nous, on y vit tous les jours, on y travaille, et ça n'a rien à voir avec tout ça. Après, nous, on est mélangés. Il y a des Arabes, des Français, des Noirs, on est tous mélangés et on est tous une communauté. Du coup, on est tous pareils, tous unis. Et tout ce qu'ils disent, c'est faux par rapport au reportage. Et du coup, c'est ça qu'on ne comprend pas. Et ils veulent nous salir la ville par rapport à tout ça. Et du coup, ça interprète des mauvaises choses, quoi. Et puis voilà, après. C'est pas du tout comme ça. Roubaix, ça n'a rien à voir. Roubaix, c'est une ville calme, saine. Et après, on est unis. Et franchement, il n'y a rien à dire. Bonjour Pascal. Donc, je te laisse te présenter. Oui, alors je m'appelle Pascal. Je suis un nouveau Roubaisien. Ça va faire maintenant 3 ans que moi et ma petite famille sommes arrivés donc à Roubaix. On s'est installé ici un petit peu par hasard, mais on a appris à connaître la ville. Et on a décidé de s'y installer, même de devenir propriétaire à Roubaix. On a pour objectif de rester à Roubaix sur du long terme. Et on a, avec ma femme, monté un petit commerce de brocante rue de Lannoy, donc dans le quartier Sainte-Élisabeth à Roubaix. Et jusqu'à maintenant, on y est très bien, on y vit très agréablement avec mes enfants qui sont à l'école dans ce quartier-là. Et l'ambiance dans le quartier, la diversité dans le quartier, parce qu'effectivement, on a dans ce quartier des gens qui viennent de partout, nous convient parfaitement, dans le sens où tout le monde vit normalement ensemble, sans aucune tension. Quelle est, Pascal, ta réalité, sachant que tu es commerçant dans la rue de Lannoy à Roubaix? Oui, effectivement, je suis commerçant dans la rue de Lannoy à Roubaix. Ma réalité fait que tous les commerçants dans l'ensemble s'entendent plutôt bien, s'entraident. Il y a vraiment une dynamique, une très bonne dynamique dans le quartier entre les commerçants et puis également les habitants, de manière générale. C'est également pourquoi, il y a quelques mois, on a créé une union pour le développement du commerce du quartier Roubaix-Est, justement pour qu'on puisse travailler sur des problématiques qui sont communes à nous tous. Effectivement, on n'avait pas forcément besoin aujourd'hui d'avoir ce type de reportage qui puisse justement encore dénigrer notre quartier et puis salir notre image, sachant qu'on a déjà énormément de travail à faire sur ce sujet-là. Donc ça fait des choses en plus et on préférait se concentrer sur d'autres sujets. Après, la réalité c'est ça, c'est qu'on vit au quotidien dans un quartier où il y a énormément de commerces différents.
Il y a une offre qui est vraiment très complète dans la rue de Lannoy, avec des horaires d'ouverture qui sont tard le soir, le week-end. Moi, ayant vécu en Asie pendant des années, j'apprécie parce qu'en fait, le dimanche, c'est pas un quartier qui est mort. Le soir, on arrive à avoir des choses assez tard et c'est toujours pratique quand on est habitant. À moins d'un quart d'heure, on a quasiment tout, que ce soit au niveau des transports en commun, de la santé. On a énormément de pharmacies dans la rue, il y en a toujours une d'ouverte. On a toutes les écoles, les crèches, et des crèches de qualité, et des écoles de qualité, parce que ça, je l'ai vu par moi-même, puisque j'ai des enfants qui sont tout petits, qui sont passés par la crèche, qui sont passés par l'école. Il faut savoir qu'il y a des gens qui me disaient de ne pas mettre mes enfants à l'école à Roubaix avant de venir. Moi j'ai fait abstraction de tout ça et j'ai dit je vais voir par moi-même et je suis très satisfait. Et il y a toujours cette mixité également dans la crèche et dans les écoles qui font que je peux vraiment dire qu'à tous les niveaux, tout le monde arrive à vivre ensemble dans ce quartier. Et il y a beaucoup d'entraide, il faut le savoir. Parce qu'en fait, je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits comme ça où quand je me fais livrer mon tas de bois pour la cheminée le matin, quand je suis en train de le rentrer, il n'y a pas une minute sans que quelqu'un soit me propose de l'aide, soit me dise bon courage, allez, m'encourage tout simplement, ou déjà me dise bonjour, parce que c'est ça aussi le quartier de la rue de Lannoy à Roubaix, c'est ça aussi les Roubaisiens, c'est beaucoup de solidarité. C'est beaucoup de respect et puis de politesse. Tout le monde se dit bonjour, tout le monde s'encourage, il y a énormément d'entraide. C'est pas forcément partout qu'on trouve ça. Moi je viens du sud de la France, et parfois c'est vraiment une autre mentalité. Et c'est ce que j'apprécie, peut-être que c'est un peu... c'est ce que j'apprécie également, en tout cas à Roubaix, peut-être dans le nord de la France, mais en tout cas à Roubaix et dans mon quartier. Et c'est comme ça d'ailleurs dans ce quartier qu'on s'entraide tous et que les commerçants également veulent s'entraider et qu'on est solidaires face à ce genre de sujet. Et tout simplement, on est, j'ai envie de dire, on a une vie à peu près normale. Rien qui nous pousse à fuir la ville, comme certains politiques pour aujourd'hui le dire, ou les Français de souche, parce que je suis un Français de souche, auvergnat. Je suis moi un nouvel arrivant à Roubaix, je ne suis pas quelqu'un qui fuit la ville, je suis quelqu'un qui l'a découvert, qui l'apprécie et qui a envie de continuer à y vivre et qui veut aussi aujourd'hui la protéger et faire en sorte qu'on ait une véritable image de la ville et montrer que cette ville-là a un fort potentiel et qu'il faudrait peut-être s'intéresser aux choses positives qu'il y a ici à Roubaix et que tout le monde vienne un peu voir une autre facette de la ville. Que penses-tu, Pascal, du reportage diffusé dans le magazine Zone Interdite sur M6 montrant l'installation d'un islam rigoriste à Roubaix? Oui, donc effectivement, là dernièrement, pas mal de personnes me posent ce type de questions. Alors moi, je vais essayer d'apporter mon avis en ayant un peu un profil différent. À mon sens, de plus en plus, on devient naïf vis-à-vis des médias. Je pense que énormément de gens aujourd'hui ont une méconnaissance des religions et une vision totalement fausse de la vie quotidienne dans certains quartiers, et notamment du nôtre. Ce reportage est pour moi, pour chacun, a la liberté de s'exprimer et de donner son avis sur des sujets et sur une dynamique de quartier. Et je trouve que depuis pas mal d'années, Roubaix en prend pour son grade. C'est une ville qui ne mérite pas cette image-là. Et je trouve ça dommage qu'on soit venu cibler la rue de Lannoy et ce quartier-là avec des images et un travail qui est totalement faux en fait quand on connaît la réalité du quartier. Et moi je pars du principe que dans tous les domaines, même la politique, il y a des radicaux. J'ai jamais été confronté ici dans le quartier à de la radicalisation, en tout cas je ne l'ai pas vu.
et j'ai pas été confronté à ça. C'était pas forcément un souci pour moi. Je pense qu'à Roubaix, peut-être, il y a de la radicalisation. Pas dans mon secteur. Je pense que c'est localisé à quelques individus. C'est pas quelque chose qui est généralisé. Et de toute manière, on peut pas généraliser ça à tous les habitants d'un quartier et à tous les commerces d'un quartier. Donc le reportage a vraiment ciblé, a vraiment fait un travail pour aller pour argumenter quelque chose qui n'existe pas, en tout cas dans la rue de Lannoy. Donc je pense qu'il y a vraiment... je pense qu'aujourd'hui, il faut être vraiment, en tout cas les personnes qui regardent ce type de reportage et qui ne sont pas roubaisiens, qui ne connaissent pas Roubaix, qu'il faut être beaucoup plus objectif, prendre beaucoup plus de recul par rapport à ce reportage-là et peut-être essayer de comprendre un peu plus quelle est la réalité ici dans nos quartiers populaires. Et pourquoi pas, j'ai envie de dire, se déplacer, venir à l'encontre des gens et de rencontrer des gens qui ont un profil différent, qui sont très bien intégrés dans ce quartier et qui n'ont aucun problème avec les voisins, avec les commerces, et que finalement il y a un vivre ensemble dans ce quartier-là qui fonctionne. Et Roubaix, c'est une ville cosmopolite, il y a une centaine de nationalités différentes, ça parle dans toutes les langues dans la rue. Et finalement, ça cause aucun problème aux habitants de Roubaix eux-mêmes. Donc, ça fonctionne. Et peut-être que la ville a même un temps d'avance, parce que finalement, on voit aujourd'hui dans nos écoles la mixité qu'il peut y avoir, nos gamins qui jouent ensemble, qu'on soit issus de l'immigration ou non. C'est l'avenir. Je pense qu'il faut arriver à ce que les prochaines générations acceptent la différence et puis puissent vivre tranquillement ensemble. Tous nos enfants ont des copains aujourd'hui qui sont issus de l'immigration, qui pratiquent d'autres religions. Moi personnellement, ça ne me cause aucun problème que mes enfants jouent avec des enfants qui sont de religion musulmane ou autre, dans le sens où mes enfants, je peux très bien leur expliquer à quoi correspondent les religions, comment ça fonctionne, et puis qu'ils comprennent qu'il y a des gens qui aient des traditions, des cultures, des religions différentes. D'autant plus que moi j'ai vécu des années à l'étranger et j'ai rencontré énormément de gens de pays différents, de religions différentes. Et ça m'a toujours appris à essayer de comprendre, à essayer de respecter surtout les différences. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment que chacun travaille sur ses préjugés. Je me souviens quand j'étais plus jeune, quand je faisais mes études d'assistance sociale, on travaillait, on avait des cours qui nous apprenaient à contrôler nos préjugés et nos stéréotypes. Et en fait, on en a tous des préjugés, c'est dans nous. Et forcément, il faut arriver à des fois à contrôler ces préjugés dans le sens où notre environnement, les médias, nos amis, les gens avec qui on parle, forcément nous apportent certaines visions parfois, ça peut être n'importe quel sujet. Et il faut arriver à prendre du recul par rapport à ça et finalement arriver à ce que on prenne toutes les personnes, quelle que soit leur couleur de peau, leur religion, au même niveau et faire en sorte qu'on les respecte tous, tout simplement. Ça, c'est mon avis personnel. Il y a beaucoup de gens comme moi en France qui sont dans cette optique-là, qui ne se prennent pas la tête finalement avec qui fait quoi, comment, qui vivent tranquillement. La priorité pour nous, c'est toujours notre travail, de prendre soin de notre famille et finalement de vivre normalement avec nos voisins, avec tout notre entourage et pas avoir de problème tout simplement. Mais c'est vrai que ici, au jour d'aujourd'hui, on est rentré dans notre périmètre parce qu'il y a des gens, des médias qui sont venus devant notre porte filmer en crachant finalement sur nos pas de porte. Ces médias-là, ok, ils veulent peut-être faire le buzz, mais ils ne se rendent pas compte que derrière, il y a des familles, il y a des commerces, il y a des chiffres d'affaires, il y a des bailleurs qui louent des appartements dans ce quartier-là. Tout le monde va en subir les conséquences sur quelque chose qui n'est pas la vérité. Donc effectivement, au jour d'aujourd'hui, on veut rétablir aussi des vérités par rapport à ça. Et on était loin de s'imaginer qu'aujourd'hui, on allait parler de la radicalisation dans le quartier et qu'on devait également sauver notre image et l'image du quartier sur ce sujet-là. Donc c'est quelque chose pour nous qui est nouveau et c'est pas notre combat. Parce que ça, pour nous, c'est inexistant dans le quartier en fait. Et du coup, on trouve ça un peu dommage parce que là, aujourd'hui, on doit faire un travail là-dessus
pour rattraper un petit peu, pour rattraper ça un petit peu, parce que nous on veut aussi faire en sorte que nos commerces ne subissent pas trop et ne soient pas trop pénalisés par ce genre de reportage, sachant que ça fait un effet boule de neige dans les médias et qu'aujourd'hui il y a des articles dans tous les sens qui parlent de la rue de Lannoy et de Roubaix de manière générale. Mais finalement, nous, on a peur qu'il y ait des gens qui fassent l'amalgame et qui aient peur de venir dans nos quartiers pour aller voir le prêt-à-porter, les pharmacies, les brocantes, parce que je ne suis pas tout seul, les coiffeurs, les boulangeries, parce qu'il y a plein de commerces différents tout simplement dans ce quartier. Et donc tout simplement, j'ai envie de dire aux gens, n'hésitez pas à venir voir par vous-même et de rencontrer les gens, vous verrez où est la vérité. Voilà ce qu'on y trouve dans la rue de Lannoy à Roubaix. L'église Sainte-Élisabeth, la cave à vin, des bars à chicha, des night shops et même une association humanitaire, Taram Miskin, qui avec des bénévoles s'active chaque jour pour préparer pas loin de 300 repas et venir ainsi en aide aux plus pauvres qui pour certains n'ont même pas les moyens de finir le mois. Respect et chapeau bas à cette structure. Mais ça, on ne le montre pas volontairement. Il fallait, en faisant accompagner ce reportage d'une musique angoissante, susciter la crainte chez l'auditeur. Car seule la peur fait vendre, et entretenir ce climat est très rentable. Aujourd'hui, à la suite de ce reportage nauséabond, on a des commerçants en souffrance qui n'ont obtenu aucun soutien du maire. Ils ont été lâchement abandonnés alors qu'ils ont bravement relevé le défi de redonner vie à cette rue livrée à un destin moribond. Ils ont investi leur argent, leur énergie pour sortir ce quartier du marasme économique qui, sans eux, le condamnait à une mort certaine. Les Français ne sont pas dupes. Ils voient bien ces sournois et insidieux stratagèmes qui visent à ostraciser, dénigrer et à présenter sous un aspect outrageusement dangereux cette belle religion qu'est l'islam, faisant croire à cette théorie selon laquelle il existerait dans l'islam des gènes de prédisposition à la violence. Avec des théories style le grand remplacement, faisant croire que les peuples européens vont disparaître et seront remplacés par une horde de fanatiques sanguinaires. Comment peut-on croire à de telles âneries? Ce qu'on cherche, c'est d'empêcher le vivre ensemble, le respect des cultures et des différences, ce qui se vit concrètement à Roubaix. 73 nationalités s'y côtoient et se respectent mutuellement, et cela bien évidemment dérange ces manipulateurs habilement déguisés en vertueux républicains. Monsieur Talpin, bonjour. Donc, je vais vous demander de vous présenter succinctement, je vous laisserai y apporter quelques compléments. Alors, je suis sociologue, chercheur au CNRS et je travaille sur l'engagement dans les quartiers populaires, la vie associative et aussi les liens sociaux et les formes de communauté qui peuvent exister aujourd'hui dans les quartiers populaires. Et un de mes terrains d'enquête est notamment la ville de Roubaix. D'accord. J'ai vu que vous avez notamment participé à des enquêtes, écrit des ouvrages sur le sujet. D'accord, vous pouvez m'en dire un peu plus? Oui, alors moi j'ai beaucoup travaillé en fait sur la vie associative, les associations de jeunes ou les associations d'habitants et de locataires dans les quartiers populaires. J'ai travaillé sur le quartier de l'Alma, le quartier du Pile à Roubaix. J'ai aussi travaillé sur la question du communautarisme en fait, qui est une expression qu'on entend beaucoup dans le débat public et que j'invite à déconstruire. On en reparlera certainement, mais à mon sens c'est plutôt une notion qui vise à disqualifier et stigmatiser plutôt qu'à décrire précisément ce qui se passe aujourd'hui dans les quartiers. D'accord. Alors je suppose que vous avez eu le reportage diffusé sur M6 avec le magazine Zone Interdite montrant l'installation d'un islam radical. J'aimerais savoir qu'est-ce que vous pensez de ce reportage. Alors effectivement, le reportage est assez choquant à beaucoup d'égards. Il donne une vision assez tronquée de la ville de Roubaix. Ce qui est sûr, c'est qu'à Roubaix réside un nombre important de personnes de confession musulmane, descendants de différentes vagues d'immigration, qui sont aujourd'hui très largement français d'ailleurs. Et on a tout rassemblé là dans un grand paquet qui s'appelle Islam radical. Et moi, ce qui me gêne notamment dans ce reportage, en fait, c'est justement en fait qu'on met côte à côte des réalités qui sont extrêmement différentes. Quand on
on creuse un petit peu de quoi il s'agit. Et d'un côté, mettre des commerces comme des boucheries halal en parallèle de pratiques qui peuvent être plus discutables et de formes de religiosité plus poussées, ça n'a aucun sens d'une certaine façon. Il y a plein de façons d'être musulman aujourd'hui en France, et qualifier ça d'islam radical n'a aucun sens. Pour comprendre pourquoi dans certains quartiers ou dans certaines rues, comme la rue de la Noix à Roubaix, il y a beaucoup de commerces qui sont des commerces, par exemple, musulmans, comme des boucheries halal, il faut s'interroger à la fois sur pourquoi il y a autant de musulmans à Roubaix. C'est principalement lié aux politiques de logement qui ont été mises en place depuis des décennies sur la métropole européenne de Lille. Donc il faut élargir un peu la focale, et il faut quand même rappeler, ce qui n'est pas fait dans le reportage, que de la boucherie halal au terrorisme, il n'y a aucun lien, d'une certaine façon. C'est des choses qui sont complètement différentes, et ce type de nuance n'est pas apporté dans le reportage, et moi ça me pose problème. Par ailleurs, le reportage passe pas mal de temps sur l'association AIR, et là aussi mélange des choses qui, à mon sens, sont très différentes. Il y a eu probablement des erreurs de la part de cette association, et notamment de cacher des choses aux institutions et aux financeurs publics. Le fait, par exemple, de donner des cours coraniques dans une association qui reçoit des deniers publics, c'est pas véritablement possible, et par ailleurs, il faut le déclarer. Et en même temps, je ne crois pas que cette association fasse partie d'un islam radical et cherche à endoctriner les enfants de Roubaix. C'est une association qui répond à une demande sociale, en réalité. Il y a aujourd'hui des demandes de cours d'arabe dans la population roubaisienne et au-delà. Il y a probablement des demandes également de cours de religion. Et donc, il n'y a pas un prosélytisme qui émanerait de cette association, qui viendrait tromper des familles et répondre à une demande. Alors après, on peut avoir une réflexion, et c'est là, à mon sens, où les travaux sociologiques sont utiles, sur pourquoi aujourd'hui des personnes de nationalité française cherchent à renouer avec leurs origines et à celles de leur famille et de leurs ancêtres. Pourquoi on est peut-être davantage religieux dans la génération présente que dans la génération passée. Il y a plein de raisons à ça. Mais en tout cas, mettre ça dans le paquet islam radical n'a aucun sens. Et donc, moi, ce que j'invite à faire, c'est d'avoir une analyse peut-être un peu plus complexe et nuancée de la situation, et justement essayer de comprendre la nature de cette demande. Qu'est-ce qui fait que des gens en viennent à faire leurs courses dans un commerce halal? Pourquoi certains achètent des poupées sans visage? Pourquoi, voilà, et pour des raisons très différentes. Un élément qui m'a fortement manqué dans cette enquête, c'est justement le point de vue des Roubaisiens, en fait, qu'on entend en fait très peu sur justement cette réalité-là. Et puis dernier point peut-être, c'est sur le rapport à l'islam. On ne peut pas comprendre, à mon sens, le rapport à l'islam indépendamment de la façon dont sont traités une partie des habitants de Roubaix et des quartiers populaires plus généralement en France. C'est-à-dire que, à force qu'on traite les gens de citoyens de seconde zone qui subissent des discriminations multiples, ils cherchent des formes d'existence et d'identité positive, et l'islam vient d'une certaine façon remplir ce rôle-là. Et si on ne met pas ça dans la balance, on ne comprend rien à ce qui se passe aujourd'hui à Roubaix, qui est montré de façon un peu caricaturale dans ce reportage. J'aimerais savoir, en tant que sociologue, quelle est votre réalité, sachant que vous avez réalisé des enquêtes de terrain fouillées dans les quartiers populaires? La réalité d'une ville comme Roubaix, elle est extrêmement hétérogène, en fait. Et il y a eu des débats, d'ailleurs, sur les chiffres qui sont avancés dans ce reportage, sur 40 000 musulmans à Roubaix, sur quelle base on s'appuie pour avancer cela. Roubaix est indéniablement une ville populaire. Voilà, on sait que plus de 40% de la population, pour le coup, vit sous le seuil de pauvreté. En même temps, il y a des gens qui sont très riches. C'est aussi une des villes les plus inégalitaires de France. Moi, ce qui me frappe à Roubaix, c'est la diversité de la population, en fait. Et au fond, que ça se passe pas si mal que ça, la cohabitation entre des gens qui sont d'origine ou de milieux sociaux relativement variés. Et donc ça, c'est aussi important de le pointer, c'est-à-dire que la réalité qui est pointée dans le documentaire, dans le reportage de M6, qu'il ne faut pas non plus complètement nier, je veux dire, c'est des choses qui peuvent exister, qui méritent d'être discutées, n'est qu'une toute petite portion de la réalité de Roubaix, où au final, les gens vivent relativement bien. Et moi, beaucoup de gens d'ailleurs me disent, moi j'ai beaucoup travaillé sur la rénovation urbaine par exemple.
Et on croit souvent que tout le monde, tous les habitants de ces quartiers souhaiteraient quitter des villes comme Roubaix, ce qui n'est pas du tout le cas. En fait, il y a un attachement qui est assez viscéral en fait à une ville comme Roubaix pour tout un tas de raisons. Mais malgré les stigmates qui lui sont régulièrement accolés dans les médias, les gens restent attachés à cette ville, et ce qui d'ailleurs fait d'autant plus mal. C'est-à-dire, moi j'ai vu les réactions sur les réseaux sociaux, et les gens, d'une certaine façon, quand on s'en prend à leur ville de cette façon-là, c'est eux-mêmes que l'on s'attaque, et ça a été vécu très, très violemment, quoi. Les débats auxquels ont donné lieu ce reportage s'inscrivent dans un contexte politique qui est particulier, qui est le vote de la loi confortant les principes de la République, donc dite la loi séparatisme, qui a été votée l'année dernière, et qui vont accroître les prérogatives de l'État pour fermer telle ou telle structure, restaurant, commerce, mosquée, association, sans passer par le juge. Et ça, c'est quand même une sorte de dérive un peu liberticide que l'on voit apparaître. C'est-à-dire que, il peut paraître légitime que l'État, à un moment, vienne inspecter un certain nombre de structures, et ce d'autant plus s'il y a des financements publics qui sont apportés. Néanmoins, il faut que ce type de contrôle se fasse dans un cadre légal réglementé. Or, on a mené une enquête avec un collectif d'associations que je coordonne, qui s'appelle l'Observatoire des libertés associatives, justement sur les attaques institutionnelles à l'encontre d'associations, et qui sont souvent des associations situées dans des quartiers populaires ou de solidarité avec des personnes musulmanes. Et ce qu'on regarde, ce qu'on voit dans cette enquête, en fait, où on travaille sur 20 associations dans plein de quartiers populaires un peu partout en France, c'est que précisément, souvent, les sanctions de la part de l'État s'appuient sur des faits assez largement erronés et font l'économie du droit. Et pourquoi ? Parce que le droit n'est pas du côté de l'État, en fait. Et donc, il y a une interprétation extrêmement extensive, en fait, de l'état du droit existant. Et donc, l'État, sachant qu'il n'est pas véritablement en position de force au regard du cadre juridique, soit il change la loi. C'est la loi séparatisme, là, qui va entrer en vigueur. Soit il a recours à ce qu'on appelle les sanctions administratives, des coupes de subventions, des fermetures administratives de lieux ou d'associations, qui, à bien des égards, s'avèrent aller contre l'état de droit. Alors après, il pourrait être du ressort de ces structures, de ces associations ou de ces commerces, de faire valoir le droit européen, par exemple, à l'égard de l'État, mais c'est extrêmement coûteux et bien souvent elles ne le font pas. Et donc on est quand même sur une mainmise croissante de l'État, et qui, à mon sens, fait fausse route, dans le sens où toutes ces mesures, en fait, sont prises dans le cadre de la lutte contre le séparatisme, la radicalisation et donc le terrorisme. Or, ils s'attaquent à des gens qui n'ont rien à voir avec le terrorisme, et le risque derrière tout ça, c'est qu'en faisant feu de tout bois, on contribue encore plus à la marginalisation des musulmans et au-delà des habitants des quartiers populaires, qui ont besoin de ces structures intermédiaires, de ces associations et de ces lieux pour se rencontrer. Et donc en tapant sur un peu tout le monde, tout azimut, comme le fait cette loi, on empêche l'organisation collective des musulmans, qui ne demandent qu'une chose, c'est être traités comme tout le monde et de voir leurs droits de citoyens français respectés. Ces journaleux, sans scrupules, si vous cherchez de véritables causes qui affectent les habitants de cette ville, je vous invite à investiguer sur les réels fléaux qui frappent cette commune. La pauvreté. 46% des Roubaisiens vivent sous le seuil de pauvreté, c'est-à-dire avec moins de 980 € par mois, avec des ménages en totale souffrance, engouffrés dans des difficultés sociales et pécuniaires qui les précarisent. À mettre en lumière les trafics de stupéfiants et les ravages de la drogue. À consacrer vos enquêtes à dénoncer la montée exponentielle du chômage qui exclut ce public marginalisé du monde économique, avec plus de 30% de chômeurs dans certains quartiers, alors qu'au niveau national, le taux est porté à 8%. À compétence égale, un Roubaisien a 3 fois moins de chances d'être retenu quand il postule. À l'heure que de nombreuses entreprises à l'envergure nationale et internationale sont implantées dans cette commune. Sa population est évincée et quasi jamais retenue sur les recrutements en cours. Le pire, même avec des incitations financières conséquentes, les entreprises locales recrutent pas ou très peu les Roubaisiens, alors que beaucoup sont diplômés, mais voient les portes de cet environnement économique rester fermées. Chacun sait que l'insertion professionnelle est un facteur essentiel d'intégration et de mixité. Voilà les défis à relever pour éviter le repli communautaire ou identitaire, tant décrié par ces imposteurs hypocrites.
Venez dénoncer toutes ces entreprises installées sur la ville, venues se gaver d'exonérations et d'avantages fiscaux liés aux zones franches urbaines sans recruter des Roubaisiens. Une population exclue même dans sa propre ville par ce monde économique florissant. Alors oui, nous voulons de la mixité culturelle et sociale, et nous l'appelons de nos vœux. Nous voulons supprimer la ségrégation scolaire entre lycées en annulant la réforme de la procédure d'affectation dans les lycées et collèges, qui nous oblige à nous enfermer, à nous cloisonner dans nos ghettos. Aujourd'hui, c'est le parcours du combattant quasi impossible pour des parents de faire entrer son enfant dans un secteur hors zone. C'est pas de la discrimination géographique, ça? Nous aussi, nous aimerions vivre dans d'agréables quartiers de la métropole lilloise, envoyer nos enfants dans des écoles de prestige. Alors vous, journalistes, je vous encourage à mettre en lumière cette politique d'urbanisme savamment orchestrée par ces gouvernements successifs qui ont été créés à notre insu et formé ces ghettos moribonds et indécents. Vous en voulez d'autres, des causes nobles à dénoncer? Alors souciez-vous de la solitude des personnes âgées, bien seules dans leur maison et qui survivent avec des retraites de misère, au lieu de vous offusquer hypocritement de la commercialisation de poupées sans visage. Ce genre de poupées affreuses, ça ne vous dérange pas? Bizarrement, ces journaleux de TV Bazar ne s'indignent pas de voir imposer à des millions d'enfants le port d'un masque qui n'est d'aucune utilité sanitaire, avec un risque avéré sur la santé, un empoisonnement au dioxyde de carbone. On ne les entend pas s'offusquer de voir ces gamins, privés de leur sourire, de ne plus pouvoir lire les expressions sur les visages de leurs camarades de classe, sans mentionner les dangers signalés par des pédopsychiatres à long terme, des conséquences psychologiques comme le risque du développement du langage ou d'autres pathologies. Voilà un vrai sujet de débat. Voilà des causes justes et nobles à dénoncer. Mais il est vrai que la détresse humaine, les inégalités sociales, la rénovation urbaine sont des sujets qui ne paient pas et n'apportent pas de profit financier. Quand va-t-on dire stop? Ça suffit, on n'est pas votre punching ball. Pour être un musulman toléré dans ce pays, il faut quoi? Que l'on milite pour le mouvement LGBT? Qu'on s'abonne à Tétu Magazine? Qu'on se fringue comme Bilal Hassani? Et qu'on participe à la Gay Pride comme celle organisée à l'Élysée? Et même en faisant ça, je suis intimement persuadé qu'ils diront « faites attention », c'est de la dissimulation. À ces sermonneurs habilement déguisés en pseudo-démocrates, à ces piètres journalistes véreux, à ces autoproclamés spécialistes de l'islam, à ces intellectuels faussaires, je me lève pour leur dire stop, ça suffit. Ça suffit de remettre en cause constamment notre légitimité à vouloir participer au jeu du débat laïque, sans être taxé faussement de vouloir saper les fondements de la République. Ça suffit de nous marginaliser, de nous exclure de l'espace public et de nous empêcher d'affirmer notre citoyenneté, contraire aux principes égalitaires de la République française, pour ensuite nous accuser de repli identitaire et communautaire. Ça suffit de nous stigmatiser avec un regard inquisiteur et islamophobe, fait de stéréotypes aux antipodes des valeurs humanistes portées par notre belle et noble religion, et ceci, quoi que vous en pensiez. Ça suffit de douter de notre attachement aux valeurs de ce pays, au lieu de nous considérer plutôt comme des acteurs légitimes du tissu social et politique en nous associant pleinement à construire le vivre ensemble. Ça suffit de laisser la parole à de présupposés spécialistes de l'islam sans que nous puissions nous exprimer dans ce débat public et porter notre réflexion, notre analyse sur les thèmes débattus récurrents et hystériques faits de préjugés et d'imaginaires visant à nous mettre en marge par ce message implicite « Vous n'êtes pas chez vous, vous n'êtes pas comme nous ». Ça suffit, ce vocabulaire méprisant, diffamatoire et haineux dans la description des musulmans et de l'islam qui s'est amplement imposé sans vergogne dans ce traitement médiatique, et certaines chaînes nauséabondes qui s'en donnent à cœur joie, alimentées par des hommes politiques de tous bords, aux relents racistes à peine voilés. Ça suffit, les amalgames, les raccourcis entre islam et terrorisme, faisant croire que nous sommes des créatures assoiffées de sang et que l'hydre islamique va mettre en danger les valeurs de la civilisation occidentale. Alors je vous le dis, ouvertement, sans retenue, à ces imposteurs
qui sèment la haine et mettent en danger le vivre ensemble, jamais, et je vous dis jamais, vos stratagèmes diaboliques nous feront renoncer à notre foi. Nous ne sommes pas tombés d'un arbre, nous avons des racines, et nous en sommes fiers, et sommes solidement cramponnés à son éthique, à ses valeurs de liberté, égalité, fraternité, conformément aux principes républicains et laïques. Ne vous en déplaise, nous sommes une des composantes de la nation française. Alors laissez-nous vivre notre spiritualité. Votre terrorisme et matraquage médiatique doit cesser. Les salauds ont mis le feu au paradis. Journalistes, pyromanes, politiciens, mythomanes, avec les prêtres corrompus et les imams vendus, ils sont bêtes et méchants. Ils ont mis le pays à feu et à sang.